Bonjour à tous et bienvenue dans l'Histoire du Rhum, le podcast. Je m'appelle Mathieu Lange, je suis passionné par l'histoire et la culture du rhum. Depuis plus de 10 ans maintenant, je contribue à la rubrique Histoire et patrimoine du magazine Rhum Porter et je suis également conseiller dans une célèbre cave à rhum qui possède un site internet et une boutique à Paris. Je vous présente la seconde partie de l'épisode consacré au rhum au temps de la Prohibition. Dans la première partie, nous avons évoqué les origines lointaines de la Prohibition en Amérique, le statut acquis par le rhum dans la société, la situation au Canada et l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comme base des Rum Runners. Nous poursuivons notre histoire à travers deux autres territoires très importants, à savoir les Bahamas et Cuba. En 1919, alors que le Volstead Act est voté mais pas encore appliqué, il s'applique à partir de janvier 1920, un propriétaire d'hôtel de Miami, Thomas Peter, a l'idée non pas d'importer illégalement de l'alcool en Floride pour les clients, mais d'exporter, si je puis dire, les clients vers les territoires de Rome. Sur l'île de Bimini, aux Bahamas, à 80 km des côtes américaines, il prévoit d'ouvrir un colossal complexe hôtelier. Il est suppléé par Charles Vincenti, président de la Baltimore Striaca Liquor Company, qui va installer dans les sous-sols de l'hôtel 6000 caisses et 12 000 barriques de whisky. En 1922, le Bimini Bay Road and Gun Club, c'est le nom de l'hôtel, ouvre ses portes. Malheureusement, c'est un échec total. Les touristes ne viennent pas, l'hôtel connaît des périodes de fermeture et les rum runners qui trafiquaient au début de la Prohibition déménagent à partir de 1924 sur Gun Cay, île située un peu plus au sud. Et pour achever l'histoire, l'hôtel est détruit par un cyclone en 1926. Cela n'empêche pas la Jamaïque d'envoyer son rhum aux Bahamas qui se transforme, tout comme Saint-Pierre-et-Miquelon, en base de trafic d'alcool. Bimini dans un premier temps, Gun Cay ensuite et surtout Grand Bahama, situé à 88 km de la Floride, deviennent les îles principales de stockage des spiritueux. La ville de West End, située à l'extrême ouest de l'île de Grand Bahama, est un village de pêcheurs transformé en port d'expédition. On y bâtit des entrepôts, des bars, des hôtels, des distilleries, et les cabanes de pêcheurs abritent toute la main-d'œuvre utile au fonctionnement de la ville. De ces territoires partent les rum runners qui longent la frontière très mal surveillée des eaux territoriales des États-Unis. Dès qu'il y a une faille, ils foncent sur la côte. Le rum runner Bruce Bettle rachète en 1924 un ancien navire de transport de troupes issu de la Première Guerre mondiale pour le transformer, imaginez donc, en entrepôt flottant basé dans les eaux territoriales à la limite des eaux américaines. 1924, c'est aussi l'année où les États-Unis agrandissent leur domaine maritime, repoussant la limite de leurs eaux territoriales. Quand la Prohibition commence, la limite des eaux américaines se situe à 5 km des côtes. En 1924, elle passe à 19 km. Cette limite entre les eaux américaines et territoriales porte un nom, le Rum Row ou la Rum Line, en français l'avenue du Rhum ou le boulevard du Rhum. Ce boulevard du Rhum part de la Floride et remonte jusqu'au nord des États-Unis, c'est-à-dire jusqu'à l'État du Maine, et on pourrait le prolonger jusqu'au Canada. Le rum runner le plus célèbre, basé à Nassau, capitale des Bahamas, est l'incontournable Bill McCoy, évoqué en première partie. Sa première livraison au départ des Bahamas a lieu en 1921, en direction de l'État de Géorgie. Cela lui rapporte 15 000 $, avec lesquels il s'achète le navire Arethusa, qu'il retravaille pour évidemment augmenter sa puissance, mais surtout installer ce qu'on appelle une machine gun, c'est-à-dire une imposante mitraillette pour, lors de courses-poursuites, tirer sur les navires qu'il juge hostiles. Je vous reprends en pleine course-poursuite pour vous indiquer qu'outre les gardes-côtes qui cherchent évidemment à arrêter les rum runners, il faut savoir qu'il y a de la piraterie sur le Rum Row. Des pirates cherchent à piller les trafiquants qui rentrent chez eux avec l'argent de la vente d'alcool. Bill McCoy est réputé pour fournir de bons alcools. Il ne coupe jamais ses produits, d'où son nom, The Real McCoy, sous-entendu de l'authentique McCoy. Le nom de McCoy devient synonyme de qualité. Cette question de la qualité est une question cruciale. Durant la Prohibition, aux États-Unis, pullulent les alambics clandestins. Rien qu'en 1927, le gouvernement saisit plus de 17 000 alambics dans le pays. Ces appareils sont utilisés par les moonshiners qui produisent le moonshine. Moonshine est constitué littéralement de moon, la lune, et de shine, briller en anglais.
Donc moonshine est utilisé pour désigner l'alcool de contrebande, distillé la nuit, clandestinement, au clair de lune. Sur le territoire américain, il y avait 2 types d'alcool. Le premier était issu de la classique distillation d'un liquide fermenté, comme du jus de betterave ou de pomme de terre. Le second alcool, qui aspire moins confiance, est le nettoyage par procédé chimique d'alcool dénaturé initialement destiné à l'usage industriel. On parle par exemple d'alcool qu'on peut inclure dans les produits dégivrants, les solvants, les peintures, etc. Les historiens estiment qu'environ 127 millions de litres d'alcool dénaturé disparaissent chaque année dans les réseaux de la mafia. L'idée du nettoyage, qui passe notamment par la redistillation, est d'éliminer les éléments nocifs. Évidemment, dans les 2 cas, si le travail est mal fait, cela génère un alcool potentiellement mortel qui attaque les sens et le système nerveux. Mais allons au-delà. Lorsqu'on a affaire à des contrebandiers, on peut supposer qu'il y a des risques. Mais lorsque c'est l'État qui met en danger directement les consommateurs, certes hors la loi, nous passons dans une autre dimension. Et c'est ce qui arrive à partir de 1926. On remarque qu'il y a dans les hôpitaux un pic d'admission de personnes ayant consommé du mauvais alcool. Pourquoi ? Parce qu'en 1926, afin de lutter contre le nettoyage des alcools industriels destinés à la consommation clandestine, l'État exige de leurs fabricants d'ajouter des éléments mortels dans ces produits. Mercure, benzène, chloroforme, kérosène, augmentation de la part de méthanol, entre autres. Donc en plus des risques à boire de l'alcool de contrebande, il y a un programme fédéral d'empoisonnement de l'alcool. Le gouvernement pense que si les alcools sont dangereux, les gens vont arrêter de les boire. Donc les contrebandiers essayent tant bien que mal de nettoyer l'alcool, on appelle cet épisode la guerre des chimistes. Résultat, on estime à 10 000 le nombre de morts directs liés à cette politique. Donc pour en revenir aux rum runners, eux se sourcent dans les territoires qui n'ont pas de problème de production et de qualité de produits comparables à ceux qui existent aux USA. Et c'est très important pour quelqu'un comme Réal McCoy qui, pour se fournir en vin et spiritueux, se rend sur l'île de la Providence dans la ville de Nassau. Si les lieux de stockage sont situés dans les îles évoquées précédemment, c'est à Nassau que se négocient les achats de vins et de spiritueux venant d'Europe et du Canada et des rhums venant de la Caraïbe. C'est le quartier général des rum runners. Donc il y a des grossistes en spiritueux chez lesquels se fournir. Au large de Nassau, vous avez une armada de petits bateaux qui attendent leur cargaison. Bay Street, qui est l'avenue principale, est entièrement dédiée à l'alcool. Elle est surnommée la Booze Avenue, qui peut se traduire par avenue de l'alcool ou, plus péjorativement, avenue de l'agneau. C'est une ville où beaucoup d'argent circule, même si dans la réalité, les lieux de stockage sont construits de briques et de broc, faits en bois, non peints. Certaines bâtisses sont dignes de bidonvilles, pour reprendre le mot d'un journaliste britannique qui y séjourne. La personne qui domine le marché aux Bahamas est une femme, Gertrude Lithgow, surnommée The Bahama Queen. Toute son activité à Nassau est légale puisqu'elle revend tout à fait honnêtement du rhum aux rum runners. Elle sait se faire respecter des hommes. Elle est comme d'autres confrontée à la pègre new-yorkaise qui cherche à se faire une place sur le marché de l'alcool à Nassau. Elle est proche de Bill McCoy qui l'admire profondément et avec qui elle partage la volonté de vendre des alcools de qualité sans coupage. McCoy lui propose par ailleurs de naviguer avec lui pour une livraison sur les côtes américaines. Mais malheureusement pour leur amitié et leurs affaires, McCoy est arrêté en 1923 et elle l'est quelques années plus tard. Une autre femme a su se faire un nom dans le rum running, une certaine Mary Waite, surnommée Marie l'Espagnole, mais cette fois nous ne sommes plus aux Bahamas mais à Cuba dont il est temps de parler maintenant. Mary Waite rentre assez tard dans le rum running en 1926. Elle s'installe à la Havane et va régner sur un petit empire avec une flotte de 15 bateaux qui relie Cuba au sud de la Floride entre Palm Beach et Key West. La caisse de rhum cubain vaut environ 4 $ à l'achat et peut être revendue plus de 100 $ en Floride. Mary Waite a une technique assez rodée concernant la livraison d'alcool. Celle-ci s'effectue avec 4 bateaux, 3 chargés de caisses de rhum, de whisky et de vin, et un navire armé pour affronter, si besoin, les gardes-côtes. Et lorsqu'elle finit par se faire arrêter en 1928, elle transporte avec elle plus de 5500 bouteilles de whisky, de rhum, de gin, de vin, de champagne et de bière. 5500 bouteilles, je vous laisse imaginer la taille du convoi. Il y a un second rum runner cubain que j'évoque avec vous, à savoir Jiggs Donahue, qui a un profil particulier car il effectue du trafic de rhum et d'armes au profit des rebelles cubains qui s'opposent au pouvoir autoritaire de Gerardo Machado, président de Cuba à partir de 1925. Mais malheureusement pour lui, la police secrète va le traquer et il finira égorgé. On retrouvera son corps dans son bateau en état de décomposition avancée. Tout ça pour dire qu'à Cuba, il y a évidemment une dimension économique à la prohibition comme partout, mais il y a en arrière-plan une dimension politique. Après tout, Saint-Pierre-et-Miquelon est une colonie française, les Bahamas sont une colonie anglaise,
Cuba est indépendant depuis 1898, donc la dimension politique ne peut pas être la même sur ces territoires. Lorsque la prohibition s'installe, Cuba est déjà une destination touristique pour les Américains les plus fortunés. Les Américains aiment la culture cubaine et par exemple la scène musicale cubaine est en plein développement. Chaque hôtel se doit d'avoir un orchestre cubain pour animer les soirées. Et s'il y a bien un développement du rum running à Cuba, 160-170 km séparent Cuba de la Floride, le modèle qui en réalité s'installe au temps de la prohibition, c'est le modèle touristique. Entre 1916 et 1928, le nombre de touristes américains passe à Cuba de 40 000 à 90 000. Et ce tourisme se construit autour du rhum. Aux États-Unis, des barmen et propriétaires de bars fuient la prohibition. Certains vont même jusqu'à démonter leur bar aux États-Unis pour le reconstruire tel quel à Cuba. Mais malgré ce phénomène intéressant à mentionner, le modèle du bar cubain au début des années 1920, c'est plutôt un modèle de bodega qui dans ce contexte est un lieu qui rassemble l'épicerie, la vente de tabac, le bar et le restaurant. On va compter jusqu'à 7000 débits de boissons rien qu'à la Havane et évidemment, les bars construits sur le modèle américain sont minoritaires. La prohibition, c'est l'âge d'or de la mixologie cubaine. Le cocktail le plus consommé, c'est évidemment le daiquiri, fait à base de rhum blanc Bacardi, de sucre, de citron vert et de glace. Le tout frappé au shaker. Ce qui est intéressant, c'est que Basil Woon, qui publie en 1928 When It's Cocktail Time in Cuba, indique que les anciens planteurs cubains buvaient justement un punch à base de rhum, de citron vert, de glace, d'un trait de grenadine et d'eau. Donc si le daiquiri est évidemment un cocktail à part, cela reste en réalité une évolution gustative pour les Cubains et non une nouveauté totale. Mais le daiquiri va être le cocktail phare de la prohibition. Le bar Le Florida va être surnommé The Cradle of the Daiquiri Cocktail, c'est-à-dire le berceau du cocktail daiquiri, avec son bartender star Constantino Ribalegua Vert. Ce monsieur participe à construire la scène du bar cubain. Il fait des daiquiris évidemment, mais également des Mary Pickford, deuxième cocktail incontournable de l'époque. Il est préparé également avec du rhum, Bacardi là aussi, du jus d'ananas et de la grenadine. Constantino pouvait avec ses acolytes en produire 6 d'un coup. Basil Woon décrit la manière dont Constantino fait le Mary Pickford. Un garçon est chargé d'écraser et de presser l'ananas. Pendant ce temps, un autre remplit 6 verres de glace pour les givrer. Lorsque le jus d'ananas est prêt, Constantino le verse dans un grand shaker, prend la bouteille de Bacardi et, sans regarder, en verse une dose. Puis, toujours apparemment sans un regard vers le shaker, il fait de même avec le curaçao ou la grenadine. La boisson est secouée en la lançant d'un shaker et en la récupérant dans un autre, le liquide formant un demi-cercle dans l'air. Cet exploit de jonglerie ayant été répété plusieurs fois, Constantino vide les verres de leurs glaçons, les dispose en rangées sur le bar et d'un seul geste, les remplit tous. Je vous retrouve après cette danse pour continuer à parler du bar cubain, car si le bar Le Florida est incontournable, le bar qui attire le plus de touristes est le Sloppy Joe. Il a été créé par un barman d'origine espagnole qui a travaillé à Cuba, puis aux États-Unis avant de revenir à Cuba ouvrir son propre bar. Il est ouvert 24 heures sur 24. Le bar sert un nombre incalculable de daiquiris, évidemment, mais également de cocktails à base de rhum et de jus d'ananas. En 1933, dernière année de la Prohibition, le bar publie sa carte et la rubrique qui se serait appelée dans d'autres ouvrages cocktail à base de rhum par exemple, s'appelle ici Bacardi Drinks. Tout est à base de Bacardi. On trouve les cocktails cités précédemment, mais également El Presidente, troisième cocktail important de cette époque, à base de rhum, de vermouth, de curaçao et de grenadine. Il y a aussi une variante avec du citron. Mais ce qui est intéressant dans cette époque en réalité, c'est qu'on assiste non pas à la naissance, mais à la prise de conscience et au début de la structuration d'une profession qu'est la profession de barman, que l'on appelle à Cuba cantinero. L'arrivée de barmen américains qui fuyaient la prohibition a été vécue comme une concurrence pour les barmen cubains. Il y avait une association dès 1912 qui était censée défendre la profession, mais elle a été jugée inefficace et il y avait des dissensions. Donc le 27 janvier 1924 est créé El Club de Cantineros de la República de Cuba, autrement dit, le club des barmen de Cuba. Les choses ne seront pas simples puisqu'ils vont trouver sur leur route le syndicat de l'hôtellerie qui, pour des raisons de rivalité professionnelle, va les entraver.
Mais le club des cantineros, subventionné par les distilleries notamment, va avancer et dispenser notamment des cours d'anglais aux barmen cubains afin qu'ils se défendent sur le marché du travail. Et plus globalement, ils vont défendre leur savoir-faire à travers la publication d'ouvrages de cocktails. 1924, publication du Manuel del Cantinero, vraiment destiné à la profession pour réaliser les cocktails américains et les cocktails cubains. 1927, publication du livre El arte de hacer un cocktail y algo más, que l'on pourrait traduire littéralement par l'art de faire un cocktail et quelque chose en plus. 1930, le livre officiel du Club des Cantineros de la República de Cuba est publié. Donc il y a des publications de livres de cocktails à Cuba. Notons qu'on ne publie pas de livres de cocktails qu'à Cuba. On en publie également en Europe, à savoir en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas. Il y a vraiment un engouement occidental sur la question du bar et des cocktails. Et ce qui prête à sourire, évidemment, c'est qu'on en publie aux États-Unis et au Canada, alors que la consommation d'alcool y est interdite. Je voudrais en citer un, publié en 1927 par Judge Jr. à New York. Dans la préface du livre, l'auteur dit clairement merci à la prohibition sans laquelle il n'aurait jamais eu l'idée de consommer de l'alcool. De leur côté, les prohibitionnistes ne désarment pas. 1930, sortie du livre nommé Prohibition Punches, l'éponge de la prohibition, un livre de cocktail sans alcool à base de jus de fruits. Donc on a une forme d'effervescence à la publication de livres de cocktails, parfois une concurrence dans laquelle Cuba va jouer son rôle. Enfin, et nous en parlons en réalité depuis le début, que cela soit à Cuba ou aux États-Unis, il y a le rhum Bacardi. C'est le rhum Bacardi qui profite de la situation et s'impose dans tous les cocktails. On a parlé notamment de la carte de cocktail du Sloppy Joe tout à l'heure. J'aurai un autre exemple en 1929, le livre de Juan Laza, Libro des cocktails, dans lequel un seul cocktail contenant du rhum n'est pas fait avec du Bacardi. Il est fait en l'occurrence avec du Negrita. On ne le sait pas, mais le rhum Negrita avait une dimension internationale et était présent à Cuba. Alors comment Bacardi s'est imposé ? De deux manières, la publicité et les mondanités. Dès le début de la prohibition, Bacardi met en place des campagnes publicitaires pour attirer les touristes. Il y a des affiches aux États-Unis qui associent Cuba à Bacardi. Le slogan est le suivant: Cuba is great, there is a reason, Bacardi. Cuba est grand, il y a une raison, Bacardi. C'est simple et efficace. Quant à la compagnie aérienne La Paname, elle crée un slogan: Fly with us to Havana and you can bath in Bacardi rum 2 hours from now. Volez avec nous à la Havane et vous pourrez prendre un bain de rhum Bacardi à 2 heures d'ici. Ces publicités sont par ailleurs renforcées par une image positive renvoyée par la famille Bacardi elle-même qui alimente les pages mondaines de la presse américaine. En 1921, la fille d'Emilio Bacardi se rend aux États-Unis, à l'hôtel Ansonia, pour se marier avec un banquier. Cet événement est couvert par la presse, tout comme la venue un an plus tôt à New York de Facundo Bacardi. Il y a donc une communication autour de la famille qui alimente le prestige de la marque auprès des Américains. À Cuba, l'entreprise construit un nouveau siège social, l'Edificio Bacardi, qui accueille une foultitude de touristes américains. Le bâtiment est imposant, il est fait à la gloire de Bacardi et le rhum est distribué gratuitement aux touristes. Alors comment se finance-t-il ? C'est simple, Bacardi n'occupe en réalité qu'une partie des bureaux, c'est un bâtiment de propagande et les bureaux non occupés sont loués à d'autres entreprises. Bacardi écoule donc des dizaines de milliers de caisses de rhum dans les bars et à partir de 1924 exporte plus de 500 000 litres de rhum par an. Bacardi sait par ailleurs pertinemment qu'une partie de sa marchandise termine entre les mains de gens peu recommandables, des rumrunners, des trafiquants. Par contre, il est hors de question que cela se sache. Concrètement, les agents de Bacardi gardent le plus de distance possible avec les acheteurs et leur identité n'est pas révélée. Et lorsqu'une caisse est vendue en dehors de Cuba, pour éviter les questions, Bacardi dit que cela part pour Shanghai. Toujours pour des questions de réputation, il se trouve que Facondito Bacardi, le fils du fondateur, va jusqu'à dénoncer publiquement un speakeasy aux États-Unis qui vend du faux rhum Bacardi. Donc la marque tient vraiment à conserver une bonne image. Alors je viens de vous décrire tout le dynamisme autour du rhum à Cuba qui est à l'œuvre dans les années 1920. Mais si on prend un peu de recul, on constate que Cuba est, avant la prohibition, un important exportateur de rhum aux États-Unis. Et que malgré le rhum running, eh bien le niveau d'exportation n'est pas le même. Certes, le marché intérieur est plus développé, mais est-ce que cela suffit à compenser les effets de la prohibition ? En réalité, cela ne suffit pas. Et le gouvernement, pour compenser le ralentissement des exportations du rhum de consommation, va faire en sorte que le carburant utilisé dans l'île contienne au minimum 25% d'éthanol. Les producteurs vont donc augmenter la production de rhum industriel pour compenser la baisse des exportations. Cet âge d'or du rhum sur tous les territoires connaît un coup de frein avec la crise de 1929. Le consommateur américain n'a plus les moyens de venir à Cuba et n'a plus non plus les moyens d'acheter du bon rhum de contrebande.
Les élections américaines de 1928 ont verrouillé le débat sur la prohibition. Elles ont vu s'affronter le futur président républicain Hoover, protestant et favorable à la prohibition, au candidat démocrate malheureux Al Smith, catholique et perçu comme anti-prohibitionniste. Pendant longtemps, on a cru que le rhum, toujours comme symbole des spiritueux aux États-Unis, avait fait perdre Smith, le candidat anti-prohibition. Si les études historiques ont plutôt montré que le fait d'être catholique dans une Amérique où les protestants animaient de forts courants d'opinion a pesé bien plus lourd dans la défaite du candidat démocrate que sa position contre la prohibition, le mythe d'une défaite causée par le rhum a existé. Donc pour le président Hoover, qui voit son pays s'effondrer lors de la crise de 1929, il n'est pas question de toucher à la prohibition. Et ce, malgré la corruption de fonctionnaires incités à fermer les yeux sur le trafic d'alcool, malgré le renforcement des mafias, rappelons qu'Al Capone ne tombe qu'en 1931, malgré l'incapacité totale à contrôler les frontières, la frontière américano-canadienne est une passoire, et malgré les désastres sanitaires, nous l'avons évoqué, que cela a engendré. Donc il faut attendre l'arrivée du président Roosevelt à la Maison-Blanche pour que la prohibition prenne fin en avril 1933. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Comme vous avez pu le constater, le sujet de la prohibition est vaste. Nous avons évoqué beaucoup de thèmes. Nous aurions pu ajouter le Mexique, pays producteur de rhum qui a également des tentations prohibitionnistes à cette époque, ou évoquer la République dominicaine pour démontrer le caractère inépuisable du sujet. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette présentation en 2 parties vous a plu, vous a intéressé. Nous nous donnons rendez-vous au prochain épisode d'Histoire du Rhum, le podcast. Je vous dis donc à très bientôt.